Et si la littérature n'existait pas? Si on n'avait pas besoin d'étudier Flaubert, Madame de Lafayette, Zola, Colette, ou encore tous ces noms et titres qui s'empilent dans les listes d'œuvres pour le bac ou pour certains concours. Je sais, quelques-uns vont peut-être me dire « Ah, mais ça serait beaucoup plus simple ». Sûrement parce qu'ils ont encore cette idée que la littérature est un ensemble de vieilleries qui ne sert pas à grand-chose. Bon, c'est vrai qu'elle n'est pas indispensable à notre survie. Et si on pense à nos besoins du quotidien comme manger, aller travailler, payer les factures, elle semblerait être complètement déconnectée de nos problèmes réels. La littérature ne servirait donc à rien. Je dirais que ce n'est qu'une fausse impression, et je fais partie de ceux qui pensent qu'elle a un réel rôle social. Elle fait un travail, certes, presque invisible, mais qui nous éclaire sur des questions qui nous concernent en profondeur. Ce rôle, elle l'opère grâce à 3 fonctions sociales qui lui reviennent. La première, je sais ça ici, je n'ai pas besoin. La première, c'est la fonction de témoignage. En gros, la littérature agirait comme une sorte de super allié de l'histoire. Vous voyez ? Comme vous savez, l'histoire reconstitue a posteriori la vie des hommes du passé. La littérature, quant à elle, les met en scène de manière vivante, avec leurs douleurs, leurs hésitations, leurs conflits. On ne peut pas rester impassible face à la littérature. Sa forme, c'est-à-dire la construction des phrases, le son, le rythme des mots, les caractéristiques d'un personnage ou de l'espace, ont été pensées par l'auteur pour créer un effet chez nous, les lecteurs, que ce soit de l'étonnement, de la tristesse, de la joie ou même du dégoût. C'est en cela qu'elle nous attend plus profondément que la connaissance théorique. Pour vous donner un exemple personnel de lecture, je dirais que l'histoire m'a suffi pour connaître, pour comprendre l'horreur des camps de concentration. Mais c'est en lisant « Si c'est un homme » de Primo Levi que j'ai pu avoir une réelle conscience de ce qu'est ne pas être considéré comme humain. Je suis rentrée dans cet endroit à des milliers de kilomètres de chez moi, j'ai entendu son récit, et plus qu'être mise au courant de son histoire, je me suis sentie réellement témoin. Le deuxième rôle de la littérature serait celui de nous donner accès à l'autre. Comme vous savez, en dehors de la fiction, l'autre, même si on le connaît bien, nous reste étranger. Vous avez déjà imaginé toutes les choses qu'on pourrait apprendre si on était capable de savoir exactement ce qu'il se passe dans la tête d'une autre personne? Eh bien, la littérature nous donne cette possibilité. Parce qu'elle nous donne la possibilité de rentrer dans l'intimité d'un personnage, de sentir avec lui, de voir par ses yeux et ainsi nous ouvrir à l'empathie. C'est par exemple ce qu'a fait Victor Hugo en suscitant tout un débat sur les questions d'injustice sociale avec Les Misérables ou encore sur tout un débat aussi sur la peine de mort avec Le Dernier jour d'un condamné. Enfin, la troisième fonction serait celle de mettre en mots ce qui est indicible. Bon, l'indicible, c'est un mot qu'on n'utilise pas souvent. Mais c'est ce qui nous arrive lorsqu'on vit une expérience très intense ou traumatique et qu'on retrouve complètement sans mots pour l'expliquer. Ok, je sais que l'idée d'exprimer quelque chose d'inexprimable peut sembler un peu absurde, mais pourtant, c'est ce qui a fait Annie Ernaux dans son roman « La honte », où l'auteur nous raconte les souvenirs de la violence familiale. Comme elle n'a pas trouvé un mot pour couvrir cette expérience, elle va utiliser plusieurs techniques comme la répétition de mots, la recherche constante d'un mot approprié. On va avoir aussi des espaces vides, mais tout ça, ça va nous donner l'impression qui va être dans le texte imprimé, c'est indicible. Cette expérience de l'indicible, elle est imprimée dans le texte, même si on n'a pas un mot exact pour ça. Alors, si la littérature n'existait pas, comment pourrait-on nommer ce qui n'a pas de mots, mais qui pourtant on voudrait nommer? Quel autre outil, instrument réunirait ces 3 fonctions? Il nous manquerait sûrement un instrument capable,
intellectuel et affectif, capable de transmettre des savoirs, d'élargir notre champ du sensible ou encore d'éclairer et approfondir nos expériences. Les œuvres littéraires sont comme des lieux de réflexion qui peuvent nous aider à comprendre divers thèmes de société, comme par exemple les inégalités sociales, les droits de femmes ou encore le thème qui m'intéresse dans mes recherches, la migration. Nous avons vu qu'une des vocations essentielles de la littérature est de donner accès à l'autre. Et la littérature migrante, c'est-à-dire l'ensemble des œuvres écrites par des auteurs issus de la migration, ou encore l'ensemble des œuvres consacrées à cette expérience, mais écrites par des auteurs qui ne se sont pas déplacés, n'échappe pas à cette potentialité et incarne parfaitement les trois fonctions dont je viens de vous expliquer. La littérature migrante sert surtout à témoigner quant à la nature des parcours migratoires. Cette fonction est importante aussi bien du côté de celui qui migre, parce que nombreux sont les migrants qui ressentent le besoin de transmettre leur expérience, mettre en mots aussi leur part d'indicible, comme de ceux qui sont dans les sociétés d'accueil, parce qu'elles nous permettent de savoir qui ils sont, d'où ils viennent, ce qu'ils vivent, ce qu'ils ont vécu. Encore une fois, elle nous donne accès à l'autre, sachant que son objectif n'est pas d'expliquer la migration. Non, ça on va laisser pour d'autres sciences. Son objectif, c'est de la rendre proche, d'en faire une réalité pour la conscience. Je veux dire que là où les médias ou la politique ne fonctionnent plus, pour réduire les distances, la littérature peut attendre au plus profond de nous. C'est par toutes ces raisons-là que je me suis intéressée à cette littérature en particulier et je me suis demandé si l'expérience biographique des auteurs pourrait les influencer ou les conditionner à écrire d'une certaine manière. Pour répondre à ces questions, j'avais donc besoin de tout d'abord choisir des auteurs ayant vécu l'expérience de la migration d'une manière similaire, avec un nombre de caractéristiques communes, comme le genre, l'époque ou le style d'écriture. C'est ainsi que j'ai choisi 3 auteurs femmes ayant vécu entre 1914 et 1996, nées lors du déplacement de ses parents et qui se sont déplacés ensuite. Une des particularités de ma discipline, la littérature comparée, c'est de faire un travail d'analyse littéraire par la conceptualisation, c'est-à-dire qu'on n'étudie pas une œuvre d'une manière isolée. Pour l'étude de la migration, donc, il m'a paru nécessaire, parce que c'est une thématique qui se joue au-delà du cadre national, donc il m'a paru nécessaire de choisir des auteurs des langues et d'origines différentes. Dans mon cas ici, j'ai choisi le français, le portugais et l'espagnol. La première auteure, c'est Marguerite Duras, qui est née à Saigon et qui quitte définitivement son Vietnam natal à l'âge de 19 ans pour venir dans le pays de ses parents, ici, la France. Elle vivra jusqu'à la fin de sa vie ici. La deuxième, Clarice Lispector, est née dans un tout petit village d'Ukraine alors que ses parents juifs s'échappaient de la Russie touchée par la révolution de 1917. 2 ans après sa naissance, la famille Lispector s'exilera au Brésil. Plus tard, en 1944, elle partira pendant plus de 15 ans et se déplacera entre l'Amérique du Nord et l'Europe. La troisième auteure, Alejandra Pizarnik, est née lors de l'exil de ses parents, des migrants russes installés en Argentine, pour fuir le génocide des Juifs. Son exil est d'abord intérieur. Pizarnik, elle se sent étrangère en Argentine. Et ce sentiment sera d'autant plus fort quand elle quitte son territoire en 1960 pour la France. La lecture de ces auteurs m'a fait observer la présence d'un trait existentiel commun, suscitant toujours le sentiment d'être déplacée, d'être étrangère. Comme si comme si toute cette expérience avait un lien avec leur expérience biographique. Chez Marguerite Duras, cela va se manifester principalement par une question de la nostalgie du pays natal. Observez dans ce passage, la forêt, c'est l'enfance. Peut-être là seulement où j'ai vécu. Peut-être que je suis en sourcil depuis que je suis en France, dans cette patrie pourrie. Là-bas, on vivait sans politesse, sans manière, sans horaire, pieds nus.
Moi, je parlais la langue vietnamienne. Mes premiers jeux, c'était d'aller dans la forêt avec mes frères. Je ne sais pas. Il doit rester quelque chose d'inaltérable après. Dans les récits de l'inspecteur, on peut identifier plutôt un besoin constant d'appartenance. Comme dans le passage, je suis sûre que dans le berceau, ma première envie, c'était celle d'appartenir. Par des raisons qui n'importent pas. Ici, moi, en quelque sorte, je devrais sentir, en quelque sorte, je n'appartenais à rien ni à personne. Je suis née gratuitement. Si dans le berceau, cette faim humaine, si j'ai éprouvé dans le berceau cette faim humaine, elle continue à me ténailler tout au long de ma vie, comme si c'était un destin. Pizarnik, quant à elle, témoignera d'une expérience encore plus radicale de l'exil. Elle se sentira étrangère absolument partout. Je n'appartiens tout simplement pas à ce monde. J'habite la lune avec frénésie. Je n'ai pas peur de mourir. J'ai peur de cette terre étrangère, agressive. Je n'arrive pas à penser aux choses concrètes. Elles ne m'intéressent pas. Je ne sais pas parler comme tout le monde. Mes mots sont bizarres. Ils viennent de loin. D'un endroit où personne ne se rencontre. Qui ferais-je une fois plongée dans mes pensées, dans mes mondes fantastiques, incapable de remonter à la surface? Parce que c'est bien ce qui risque de m'arriver. Je partirai et je ne saurais pas revenir. Je ne saurais d'ailleurs pas qu'il existe un savoir revenir et je n'en aurais peut-être tout simplement pas envie. Après une première analyse de ces textes, j'ai fait un inventaire de thèmes qui se répétaient le plus et qui pouvaient former une sorte de réseau thématique pour savoir si dans la trame du texte, c'est-à-dire dans l'écriture du texte, à l'intérieur du texte, ce sentiment de déracinement, il pouvait prendre une forme particulière. Est-ce qu'il se manifestait d'une forme particulière? Et c'est là que je me suis aperçue qu'il y avait de nombreuses variations de la thématique du vide, qui se donnait par diverses formes. Ça pourrait se donner par un saut de page dans le texte, un espace blanc. Ça pourrait être aussi par le manque d'un mot, donc par l'indicible. Ça pouvait se donner aussi par le sentiment, par l'évocation du sentiment de vide évoqué par un des personnages. Ça pouvait se donner aussi dans la description d'une pièce vide, etc. Je vais vous donner un exemple. Donc, dans ce passage, retiré du roman Le ravissement de Lovenstein, je ne sais pas si vous connaissez, j'ai identifié donc certains mots, et ici, la présence du vide, elle est caractérisée principalement par le choix lexical. Donc, on va avoir manquant, vide, trou, d'un trou, faute de son existence, silociose, manquant, trou de chair qui n'existe pas. Donc, nous avons le mot vide, et il y a aussi tout un réseau des mots qui sont en rapport avec ce premier mot de vide. Cette thématique, cet espace vide dans le texte, je l'interprète comme étant la manifestation d'un profond sentiment de déracinement. Comme si ce vide, qui était d'abord existentiel et qui a été éprouvé par les auteurs, pouvait envahir leur texte. Donc, vous voyez combien de choses peuvent se cacher derrière un mot, ou, comme c'est dans le cas de ce texte, dans le manque d'un mot. Heureusement que la littérature existe et que toutes ces vies et expériences peuvent exister dans la littérature. Hurlement sans bruit, dirait Marguerite Duras, un moyen de vivre pour l'inspecteur, le seul moyen de survivre pour Pizarnik. Parce que la littérature accueille, elle rend proche, elle s'approche, elle nous dessine. Et un regard attentif sur ces portraits pourrait nous rendre plus empathiques. Merci.